C'était très mixé socialement, ethniquement. Après coup, j'ai su que ça correspondait à une période où il y avait une transition entre les immigrations nord-africaines qui laissaient la place à une immigration plus subsaharienne. Mais là, on était vraiment justement à une époque où tu sentais cette transition parce qu'il y avait de tout. Il y avait des rebeux, il y avait des renois, mais il y avait aussi plein de feuges. Je te dis, j'avais un pote iranien, il y avait des gens qui venaient de partout, des Antillais, et même socialement, puisque tu avais des HLM de la ville de Paris, mais tu avais aussi des logements intermédiaires. Moi, par exemple, les immeubles bleus, c'était des logements intermédiaires. Donc ouais, tu avais un mix social. Il y avait de tout, vraiment de tout. Ouais. Grandir en cité, ce n'est pas pareil que de grandir au centre-ville ou dans les pavillons. C'est un ensemble d'émotions fortes et contradictoires. De la proximité, de la chaleur, mais aussi de la séparation entre les sexes ou avec le monde extérieur. C'est surtout un formidable melting pot. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 3. La mixité. Moi j'ai un frère, une sœur et mes parents, donc on était 5. Mais j'avais certains potes où ils étaient 64 dans l'appartement. Parce qu'il y a ce truc, je pense, dans certaines communautés où... Allez, la polygamie en France, il n'y a pas trop ce délire-là aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont trouvé les barrières pour que ça puisse passer. Et je me rappelle une fois, j'ai été voir un pote, et je rentre et je vois un truc, je dis mais c'est quoi tout ça? Il me dit c'est toute ma famille. Je dis mais c'est pas possible, il n'y a pas de 64 dans la maison. Il me dit si, mon père il a 4 femmes, il y a 4 grandes chambres, un grand salon, et en fait chaque chambre, il y avait la mère de famille et les enfants qu'il a fait avec cette femme-là. T'imagines, s'ils ont fait ne serait-ce que 3 gosses par femme, c'est un truc de fou, quoi. Et puis donc, il y avait le salon où tout le monde se réunissait. Donc, t'avais des espèces de demi-frères un peu partout. Et t'avais le père qui était une espèce de pacha, tu vois, avec ses 4 femmes et ses 64 gosses. Mais c'était bien, c'était intéressant. Mais nous, pour le coup, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, en tout cas, on était 5. Je pense pas qu'on faisait partie de ceux où il y avait le plus d'enfants dans l'appartement. T'avais des Antillais, beaucoup d'Africains, des grandes familles, beaucoup de Maliens en particulier, des Français, des Juifs séfarades et des Juifs Lubavitch, vraiment, t'en avais beaucoup. Moi, je me souviens la cornemuse le samedi matin, le chauffard là, et puis voilà, ils étaient là avec les fils et tout. Eux, ils sont partis avec le temps. Les Français, il y en a pas mal qui sont partis aussi. Et je vais te dire, les familles de Français, c'était pas des riches. Hein. Les papas, c'est des chauffeurs de camions, quoi. Ils sont pas là de la semaine. Et puis, voilà, il y a ces familles d'Africains qui sont très nombreux. Moi, pareil, pour y être allé souvent, t'as la chambre des enfants, t'as 3 lits superposés. Donc, ils dorment à 6. Une petite armoire avec des vêtements, et basta. Il n'y a pas un jouet. Dans le salon, t'as le papa, habillé en tenue africaine. Les femmes qui sont dans la cuisine, ça sent la zombie, vénère. Tu peux manger du rice quand tu veux, et basta. Donc en fait, eux, ils sont là, ils mangent, ils dorment, et tout le reste de la journée, ils sont dehors en fait. Et puis en plus, par exemple, là, je prends cet exemple-là dans l'immeuble d'Israël, et c'est tes cousins. Donc ils passaient d'un étage à l'autre. Pour eux, l'immeuble, c'est la colo, quoi. J'ai mes cousins dans le même immeuble, mais au 6e étage, et j'ai l'autre cousin au 8e étage, tu vois. Et c'est ouvert. Je veux dire, la porte est ouverte. Ils ne claquent jamais la porte. Les portes sont ouvertes. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu manges du riz. Moi, je rentrais, je mangeais du riz, du poulet et je repartais. Quand j'avais faim, dans une famille africaine. Moi, je connaissais tous les apparts de toutes les familles, de tous les bâtiments. Je suis pas pratiquement rentré dans tous les apparts de la cité, sincèrement. J'ai des souvenirs, je suis à Paganini, je suis en bas, il est, 22h, 23h, j'entends de la musique, je monte, il y a une soirée africaine de daron, ils me font rentrer, je mange du poulet, du riz, puis je redescends fumer un ouinge, quoi. Alors que je suis blanc et... Non, parce que si t'es là, c'est que tu fais partie de la cité. Sinon, t'es pas là, quoi, tu vois.
Quand on est jeune, on ne fait pas attention à ça. Mais moi, j'avais des copains qui étaient indiens, des copains qui étaient africains. Moi-même, je suis antillais. Mon meilleur ami de la cité, c'était un juif. On était copains, peu importe la couleur, peu importe la religion. On se posait pas ces questions, quoi. Alors, ce qui était bien à la cité, c'est qu'il n'y avait pas que des Noirs, il n'y avait pas que des Arabes, il y avait aussi des Juifs. On s'amusait avec eux. Je me rappelle, quand on ne voulait pas appuyer sur l'interrupteur, le vendredi, et quand nous on squattait à l'Éole, et qu'il y avait Franck ou Israël qui nous demandaient juste appuyer sur le bouton pour nous laisser rentrer, mais nous on s'amusait de ça. Et c'était tellement marrant, ils restaient des 15-20 minutes dans le hall avec nous, comme si c'était des dealers, des délinquants, et pourtant ils n'avaient qu'une seule envie, c'était qu'on appuie sur le bouton pour les laisser rentrer chez eux. La porte est ouverte. S'il vous plaît, refermez la porte derrière vous. Après, tu avais aussi des Chinois. Dédé, aujourd'hui, je le vois. Dédé, Shaino, Anne, Annie, Pascal. Eux, c'est une histoire de ouf. C'est des Viettes qui habitent dans le même immeuble. Ils sont arrivés en France, sûrement guerre du Vietnam, ou un truc comme ça, enfin, réfugiés politiques, quoi. Ils arrivent avec leurs 4 enfants. Un seul est grand. On lui dit comment tu veux t'appeler. Ils veulent donner des noms français. Donc lui, il dit Pascal. Les autres, ils sont tout petits. Ils prennent le livre des prénoms. Ils ouvrent au début à A. Et ils ont dit Anne, Annie, Alain, André. Allez hop, affaire réglée. Les 4 prénoms. A. Comme ça, première page. C'est drôle, hein ? C'est la vie. Quand je suis arrivé dans cette cité en 84, il n'y avait pas cette notion de communauté religieuse, en tout cas. Il y avait des éducations, ce que tes parents t'avaient appris en termes d'éducation religieuse, mais ça t'appartenait et tu mélangeais pas ça ou tu comparais pas ça avec celle des autres, en tout cas. Or qu'aujourd'hui, c'est devenu effectivement un peu plus marqué. C'était un non-sujet, en fait. Ça n'existait pas, la religion. On avait beaucoup de copains musulmans, on mangeait pas de porc, on ne buvait pas d'alcool, mais personne faisait la prière. On n'allait pas à la mosquée. Et voilà, c'était plus culturel qu'autre chose. Par contre, j'avais des copains juifs pour qui on sentait que la religion était beaucoup plus présente. Ils mangeaient toujours cachère, ils étaient dans les bar-mitzvahs, etc. Enfin, moi, pendant ma période à la cité, pour moi, la religion, ça n'a jamais été un sujet. Et d'ailleurs, autour de moi, tous mes copains, personne ne faisait la prière, personne ne mangeait halal. Ça l'est devenu après, mais j'étais plus dedans. J'ai une autre anecdote qui est arrivée beaucoup plus tard, c'est qu'un jour j'avais 13-14 ans, il y a un mec qui vient, et puis il savait pas que j'étais juif, donc il commence à parler avec les autres, puis il commence un petit peu à pas très bien parler des juifs en tout cas, donc moi je le laisse parler, et les autres, je vois que les visages commencent à se crisper, il se rend pas compte qu'en fait il va se retrouver dans un traquenard au bout de 5 minutes, et à un moment il va trop loin, je lui balance une baffe, il regarde les autres, genre vous faites rien, et les autres en fait ils ont dit mais tu t'es cru où ici à venir faire ta politique là, viens pas parler de religion ici il y a pas de ça. Et je me rappelle de ça, ça m'avait bien marqué. Alors moi par exemple je suis franco-tunisien, ma mère a été élevée dans la religion catholique, mon père était musulman. Dans le même groupe, on avait des Antillais comme Charlin qui avait fait son catéchisme, qui était plutôt catho, Jacques aussi, Camerounais catholique, des Maliens comme Braille, des Sénégalais musulmans comme Harouna. Il y avait même des Juifs hassidiques. Ils traînaient avec nous jusqu'à l'âge de 13 ans. Après leur bar mitzvah, ils mettaient un chapeau et un manteau noir et tout, et ils nous disaient un petit peu bonjour, mais je crois qu'ils n'avaient plus trop le droit de traîner avec nous. Il y avait des Asiatiques, il n'y avait aucune fille voilée. J'insiste sur ça, j'ai jamais vu une nana voilée dans la cité. Les seules dames voilées que j'avais vues, c'était vraiment les vieilles dames, les grands-mères de mes potes, et encore. Alors bien sûr, mes petits camarades faisaient le ramadan et mangeaient pas de porc, mais jamais il y avait de prosélytisme, jamais, ça n'existait pas. Dans les années 96-98, il y a commencé à avoir des mecs qui ont commencé à se convertir et essayer un peu d'engrainer les autres. En gros, en te disant que la bonne voie à suivre, c'est celle-là, que boire de l'alcool, c'est pas bien, qu'il faut se laisser pousser la barbe, que les filles doivent être respectables, voilà. Et puis après, moi, j'ai eu la grande surprise de voir les filles avec qui j'avais grandi porter le voile, même les gants. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu après. Mais en tout cas, pour ma génération, et même encore maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment en dehors de nous. Chacun faisait son truc chez soi. T'es musulman, Mazal Tov, t'es juif, Mazal Tov, t'es chrétien, Mazal Tov, y a rien. Ça a commencé quand il y a eu l'intifada, je crois, le premier intifada, où là, les médias se sont bien chargés de foutre un peu la merde. Tu sais, entre deux religions qui, s'ils se rappellent un petit peu,
Si chacun se souvient de son histoire, moi je me rappelle d'un mec qui était le premier monothéiste, qui s'appelle Abraham. Il n'y avait pas de juifs et de musulmans à l'époque, les religions n'existaient pas. T'as juste eu un mec qui a dit il y a un seul Dieu et c'est Dieu. C'est Abraham. Il a eu un enfant, Yitzhak, puis il a eu un autre enfant avec une autre femme, Ismaël. Et puis finalement, donc si tu regardes Ismaël et tu regardes Yitzhak, ben ça s'appelle les demi-frères, tu vois. Donc normalement, on n'a pas de problème. Normalement. Mais bon, alors ok, l'histoire a fait que, à un moment, Israël, les trucs, les Palestiniens, j'entends. Il y a sûrement, voilà, de part et d'autre, des bonnes ou des mauvaises raisons, et j'entends tout. Mais c'est pas un problème entre juifs et musulmans, c'est un problème entre Israéliens et Palestiniens. Donc c'est juste deux peuples. Sauf que les médias en ont créé ce problème. Et là, ça m'est arrivé une fois où je me suis embrouillé avec une fille. Elle me dit « Mais ta gueule, toi, sale juif !» Et c'était la première fois que j'avais entendu ça dans ma cité. J'avais peut-être déjà 19 ans. Et ça m'a tellement choqué, en fait, que j'ai même pas pu la monter en l'air. Je l'ai regardée, j'ai dit « Mais putain, pourquoi tu dis ça, toi? Quel rapport avec les juifs, en fait ?» Bon, c'est devenu, petit à petit, avec le temps, un souci. On a des mecs de la cité qui sont devenus... Alors, vu de l'extérieur, on voit un changement radical. C'est-à-dire que les mecs, du jour au lendemain, tu les vois plus, puis quand ils reviennent, ils ont une barbe comme ça. Il y en a même un, il me serrait plus la main. Ils deviennent musulmans religieux. Vas-y, c'est au contraire, t'as envie de te rapprocher de Dieu, grand bien te fasse. Mais pourquoi tu me serres pas la main? En fait, c'est quoi ton délire, en fait? Et il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont commencé à... Et donc là, j'ai commencé à voir que ça tournait. Tu me parles de la place de la religion, qui n'avait aucune place, mais je vais te parler de la place de l'homophobie, qui est encore pire que la religion. Parce que ça aussi, c'est important pour les gars de cité. Mais tu sais que moi, j'ai appris que les homos existaient quand j'avais 16 ans, 17 ans. Que j'étais pas au courant. Que pour moi, c'était un homme, une femme, et point à la ligne. Et c'est quand on a commencé à matraquer la télévision, parce que voilà, il fallait avoir un minimum d'homos et compagnie, c'est là que je me suis aperçu qu'en fin de compte, des homos, il y en avait plein. Mais pour nous, il n'y avait pas ça. Si nous, on vivait dans notre petit cocon, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas d'homo, il n'y avait rien du tout. À suivre sur arteradio.com.